Et on retrouve pour cette édition toute l'équipe, Richard, enfin quasiment toute l'équipe, Richard, Alexandre, et puis notre invité du jour, vous le savez, Jean Messia. Bonjour Jean Messia. Bonjour Liselotte. Vous allez Bonjour bien Richard. Voilà, il est sapé comme un Milord aujourd'hui. Mais oui. Voilà, comme on disait quand j'étais petit. Oui, on le dit toujours. Alors Jean, on a pu apprécier une fois de plus à quel point les gens de LFI et les antifascistes étaient des apôtres de la vérité, avec une petite mésaventure qui est arrivée à l'un d'entre eux, qui a hurlé à l'antifascisme, alors qu'en fait, pas du tout. Alors, vous parlez de quel... Je parle de la manière dont un type dont j'ai déjà oublié le nom s'est fait casser la figure en sortant d'un bar où il était visiblement bourré comme un coin, et après il avait expliqué qu'en fait les nazis et les fascistes lui étaient tombés dessus à bras raccourcis, alors qu'en fait pas du tout. Oui, je me souviens de cette histoire. Bon, enfin, globalement, si vous voulez, en tant que telle, cette histoire, elle est révélatrice d'un iceberg, on va dire, beaucoup plus gros, qui est celui de cette invention et de cet entretien permanent d'un fascisme et d'un nazisme fantasmagorique. Je crois que la gauche n'existe plus que par cela. C'est-à-dire, au lieu d'appréhender les vraies menaces réelles, les vraies menaces existentielles qui pèsent sur la France, puisque aujourd'hui, vous le savez, le nouveau totalitarisme, la lèpre qui menace, comme dirait le président de la République, qui défigure la France aujourd'hui, n'est pas la lèpre nationaliste, comme le disait à l'époque Macron et aujourd'hui repris en chœur par l'extrême gauche. La lèpre qui défigure et menace aujourd'hui la France est la lèpre islamique. C'est un nouveau totalitarisme qui a les mêmes modes de fonctionnement que les totalitarismes du XXe siècle, sauf qu'il n'est plus centralisé, il n'est plus autoritaire au sens où c'est pas un État qu'il incarne, mais il n'en est que plus dangereux d'une certaine façon, parce que c'est un totalitarisme décentralisé, individualisé, qui se moule dans notre monde contemporain qui est celui de l'individualisme. Et donc, on a comme ça des petits totalitarismes, une agrégation de petits totalitarismes dont le ciment est l'idéologie de l'islam politique. Voilà. Et donc, en fait, la gauche ne sait pas, manifestement pas, qu'en fait, le totalitarisme contre lequel elle se bat, c'est-à-dire le nazisme, le fascisme, eh bien, ils ont été définitivement ensevelis sous les bombes en 1945. Messieurs et mesdames d'extrême gauche, je vous l'annonce ce matin de manière solennelle, Adolf Hitler est mort. Il est mort il y a 80 ans. Messieurs, mesdames d'extrême gauche, le Troisième Reich n'existe plus. Ça fait 80 ans déjà. Le danger, ce ne sont pas des colonnes de SS et d'Einsatzgruppen qui défilent dans nos rues en badigeonnant les magasins des minorités de signes distinctifs. Aujourd'hui, la menace principale vient encore une fois de l'islam radical, c'est lui qui tue, c'est au nom duquel on tue en France, c'est au nom duquel des milliers de nos compatriotes sont morts, ont été tués, ont été rafalés, ont été écrasés, ont été égorgés, poignardés à ce jour, et c'est pas fini. Et pourtant, la gauche manifeste contre la droite. Et pourtant, la gauche continue, si vous voulez, à voir dans une espèce de vision chimérique, un totalitarisme fantasmatique contre lequel ils agitent, comment dirais-je, de manière un peu grotesque, leurs épées en bois. Alors, grande manifestation bientôt. Voilà, donc on poursuit, parce que vous avez commencé par un exemple à juste titre, mais voyez la manifestation du 22 mars qui est organisée par cette même extrême gauche contre la soi-disant extrême droite. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que l'extrême droite aujourd'hui en France. Enfin, l'extrême droite n'existe pas en France. Mesdames et messieurs d'extrême gauche, c'est la deuxième nouvelle de la journée que je vous annonce de manière solennelle. Il n'y a pas d'extrême droite en France. Ce que vous appelez l'extrême droite, c'est un concept fumeux né dans vos cerveaux putréfiés qui vise à remplacer un danger auquel vous déroulez le tapis rouge, c'est-à-dire l'islam radical, et pour mieux anesthésier les Français contre leur
soumission progressive par un totalitarisme importé, vous inventez une extrême droite, encore une fois, fantasmagorique, pour maintenir le peuple français sous sédation identitaire profonde et continue, afin que, soit il est euthanasié, ce qui est la solution de l'extrême gauche la plus géniale, que la France disparaisse complètement et meure, soit que, si un jour la France se réveille, il soit trop tard. Voilà. Et donc, aujourd'hui, l'extrême droite, c'est juste être français, être d'extrême droite. Parce que nous reprochent, au fond, nos adversaires qui nous traitent d'extrême droite? C'est juste d'aimer et de défendre la France. En fait, être d'extrême droite aujourd'hui, c'est juste être français. Non, nous ne sommes pas d'extrême droite, nous sommes juste d'extrême France, parce que, pardonnez-nous, nous sommes juste extrêmement français. En revanche, l'extrême gauche, elle, c'est l'anti-France. L'extrême gauche, c'est la collaboration, c'est le néo-collaborationnisme 2.0, avec le nouveau totalitarisme, puisque vous savez, chaque siècle a son totalitarisme, et par rapport à chacun de ces totalitarismes, vous avez les résistants et les collabos. Aujourd'hui, par rapport au totalitarisme islamique, les résistants, ce sont ceux qu'on qualifie d'extrême droite, et les collabos, ce sont ceux qu'on qualifie de gaucho-progressistes, d'humanistes, de tolérants, etc. Je terminerai en disant que je ne vois pas dans quelle espèce de cerveau malade on a un jour commencé à croire que pour aimer son prochain, il fallait commencer par se haïr soi-même. Alors, vous parliez de résistance, vous parliez de patriotes, ça tombe bien. Il y a eu un événement absolument stupéfiant. À Saint-Denis, on a décidé que les nouvelles reines, c'était ces femmes voilées photographiées en Seine-Saint-Denis et dont on a installé les portraits gigantesques dans la basilique. Et hier, un groupe de gens a décidé qu'en fait, on allait afficher autre chose. Ils ont voilé les femmes voilées. Ce qui était assez amusant. Donc ils ont employé ce signe distinctif d'un islam assez militant dans nos rues, donc en recouvrant d'un voile noir toutes celles qui n'étaient pas encore en niqabé, mais presque, et on a posé à la place des images de femmes françaises, de Jeanne d'Arc jusqu'à... j'ai oublié la dernière héroïne. Il y a l'ange de Dien Bien Phu, par exemple. Voilà, Geneviève de Galard. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que c'est, comme l'a dit évidemment la presse de grand chemin, une horrible manifestation identitaire d'extrême droite, ou est-ce que ce sont juste des Français qui se disent qu'au bout du compte, dans la basilique de Saint-Denis, on peut avoir autre chose que le rappel écoutez, moi je pense déjà que l'initiative consistant à, comment dirais-je, afficher des portraits de femmes voilées dans le saint des saints de l'histoire de France, c'est-à-dire la basilique Saint-Denis à côté du caveau des rois et reines de France, est déjà une provocation. La deuxième provocation, c'est que cette exposition, entre guillemets, s'appelle les nouvelles reines de France. Les nouvelles reines de France, à côté des reines de France, les vraies. Celles qui ont gouverné la France. Bon. Donc, deuxième provocation. Vous savez, on parle souvent d'entrisme islamique. Le mot ne peut mieux être choisi que dans ce cas de figure, puisqu'il y a eu une violation, si vous voulez, du sanctuaire de la basilique par des irrédentismes alter-identitaires et alter-religieux dans le cœur du réacteur de l'identité nationale française. L'inénarrable Éric Coquerel donc a qualifié l'initiative salutaire qui montre que la France a encore des défenseurs et quelque part que la France et les Français ont encore un honneur à défendre ce qui leur est le plus cher, à savoir ce collectif Les Natifs qui justement a fait une contre-exposition en quelque sorte qui consiste à voiler les voilés. C'était effectivement assez cocasse mais ô combien significatif et symbolique et je dois dire rafraîchissant. Éric Coquerel, l'inénarrable député de la France Insoumise, grand islamo-collaborationniste en chef, a traité donc le collectif Les Natifs de grands racistes, d'extrémistes de droite, de gens qui veulent chercher la guerre, etc. J'ai envie de poser une question, moi, ce matin, à monsieur Éric Coquerel. Monsieur Coquerel, que diriez-vous que dans la grande mosquée de Paris, j'organise prochainement, avec une organisation catholique, une exposition de Christ en croix et de Christ ressuscité au sein de l'enceinte de la mosquée. D'accord ? Donc, quelle serait votre réponse ? Et comment réagiriez-vous si, pour le coup, vous aviez des collectifs islamiques, modérés ou radicaux d'ailleurs,
qui se mettent à prendre ces portraits et à en faire un grand feu devant la mosquée, parce que c'est ce qui risque de se passer. Oseriez-vous, monsieur Coquerel, dire que ces gens sont des racistes, sont des xénophobes, sont des gens d'extrême droite, sont des totalitaires, sont des fouteurs de guerre? Non, monsieur Coquerel, vous diriez à ce moment-là que ceux qui ont fait l'exposition à l'intérieur de la mosquée, vous les auriez accablés, monsieur Coquerel, et vous auriez dit « ces gens font de la provocation, ces gens rappellent les heures les plus sombres, ils veulent imposer leur identité aux autres, aux victimes, etc. » Alors la France insoumise, monsieur Coquerel, et tous les autres falots islamo-collabos, j'ai une question à vous poser. Pourquoi les standards et les valeurs que vous réservez à la terre entière, y compris aux plus violents des extrémistes alter-identitaires, vous les refusez à votre propre peuple à la moindre manifestation pacifique? Ça pose question quand même. Et le fait, effectivement, qu'ils refusent à leur propre peuple le droit de se défendre face aux agressions étrangères à l'identité nationale montre que ces gens collaborent à la fin de la France en déroulant le tapis rouge à tous ceux qui est la France. Alors, donc ce collectif, les Natifs, Alexandre de Galzin, et vous les connaissez? Alors, j'en ai déjà rencontré effectivement par le passé. Et alors, il y a une chose qui est assez intéressante aussi dans cette affaire, c'est que c'est pas seulement une histoire entre une artiste et un collectif, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi le diocèse de Saint-Denis qui a accepté cette exposition, sachant qui est là d'ailleurs depuis 6 mois, hein, mais en acceptant que ça se passe comme ça. Et il y a aussi l'État, même les monuments nationaux, qui ont accepté aussi que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une forme de complaisance aussi déjà de l'État, mais là on est qu'à moitié surpris, mais en revanche aussi des institutions religieuses, ce qui est assez quand même particulier. Vous avez parfaitement raison de souligner ce point capital. Malheureusement, je veux dire, si l'Église catholique et les prélats de l'Église catholique et la hiérarchie de l'Église catholique ne se donnent pas pour mission de défendre ce qui reste de l'identité catholique de la France, qu'il fera? Je ne comprends pas cette attitude de l'Église qui considère, encore une fois, que pour aimer l'autre, il faut détester ou haïr les nôtres. Je crois, pardonnez-moi mon immodestie, messieurs les prêtres et messieurs les curés et messieurs les évêques, la parole du Christ, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comme toi-même, c'est-à-dire qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, c'est pas s'aplatir, ce n'est pas pratiquer l'aplaventrisme pour faire plaisir à l'autre. Il y a des limites, il y a des cadres, un cadre à cela. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et j'ajoute que vous vous rappelez quand la flèche de la basilique de Saint-Denis avait été restaurée et avait été inaugurée l'année dernière. Il y avait tout un tas d'affiches financées d'ailleurs par le département et par l'État pour annoncer son retour. Eh ben, rendez-vous compte que sur ces affiches annonçant l'inauguration de la flèche de la basilique de Saint-Denis, la croix avait disparu de cette flèche. Et on nous avait à l'époque dit que c'était pour ne pas stigmatiser et pour ne pas attiser la haine. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on en est à effacer le symbole qui a été l'un des symboles nationaux de la France pendant des siècles, qui est la croix, qui en principe est encore le symbole de ce qu'est une église. Arrêtez-moi si je me trompe. Non. Et on l'efface au nom de la tolérance et de l'amour du prochain, de la même manière qu'on introduit au sein de la basilique des traditions, des us et des coutumes religieuses. Parce que le voile, c'est pas le voile, c'est le voile islamique. Faut toujours accoler cet adjectif au voile. Le voile islamique n'est pas un bout de tissu, c'est un bout de charia. Alors, c'est un bout de charia. Le ministre des Sports a expliqué qu'il ne fallait pas confondre le fait d'être voilé et l'entrisme islamique. Et j'ai trouvé que sa position était intéressante. D'une part, il y a effectivement certains clubs de sport et des députés RN s'en sont fait l'écho qui
ont mis en place des prières dans les vestiaires, des interdits alimentaires, des prières avant de rentrer sur le stade, voire sur le stade. Enfin des bref, pauses pour la rupture du jeûne aussi. Il y a ça. Voilà, donc on a une islamisation dans l'espace public du sport, et donc effectivement on peut considérer que c'est gênant. Et de l'autre côté, il y a le fait d'arborer des signes religieux, et les interprètes d'une laïcité sourcilleuse considèrent que n'importe quel signe religieux doit être banni de l'espace public, et malgré tout, on peut considérer que le fait de porter une croix n'atteint pas aux valeurs de la République, et le fait d'être voilé n'attente pas, aux valeurs de la République. Et il y a un refus en France, en fait, que la religion fasse partie de l'espace public, alors que le fait d'être religieux est, dans le monde entier, une manière d'être sociale absolument reçue. Ah bon, mais si par exemple vous arborez une croix et que vous faites le signe de croix dans une rencontre régionale dans la région du Peshawar au Pakistan. Ah oui, non mais le fait que des religions ne soient pas admises dans les pays musulmans ne signifie pas que la religion en tant que telle doit être bannie de l'espace public. Non mais mon cher Richard, qu'est-ce qui nous oblige à la réciprocité en fait ? Ah non, mais il ne s'agit pas de réciprocité. Là, il s'agit plutôt de se dire, est-ce que la laïcité qui bannit toute religion est une laïcité intelligente ou pas ? C'est pas je pense que ça a été la laïcité, vous savez, après la loi de 1905, a considérablement pacifié la question religieuse en France, jusqu'à son émergence par le biais des manifestations sur l'école libre, vous vous en souvenez, en 84. Mais en dehors de cet épisode, la France s'était apaisée avec cette loi-là. Cette loi n'a en réalité plus jamais posé aucun problème jusqu'à il y a 15-20 ans, où bizarrement, le débat sur la loi de 1905 et le débat sur la laïcité de manière générale ressurgit. Pourquoi ? Il ressurgit parce qu'il y a une seule religion en France à qui cette laïcité pose problème, si tant est que le pouvoir conserve la laïcité comme un instrument protecteur de l'identité nationale contre toutes les formes de suprémacisme interreligieux, ce qui n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs comme le féminisme, comme tous ces combats qui ont pu être nobles à un moment, la laïcité aujourd'hui est captée par l'extrême gauche pour la retourner contre la tempe du pays qui en a accouché d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au nom de la laïcité, vous allez démonter les statues de Jeanne d'Arc ou les statues de Saint-Georges, ou vous allez interdire les crèches, les petites crèches dans les municipalités au nom de la laïcité. Mais quand les salles municipales les mairies louent des salles municipales pour les iftars, ou quand vous avez l'abaya, le voile islamique, etc., cette profusion, au nom de la laïcité, il faut l'accepter. Donc vous voyez bien que c'est comme le féminisme, quand on voit que des femmes presque en niqab manifestent dans des mouvements, dans des manifestations féministes, c'est comme si, je sais pas, un type en uniforme de la Wehrmacht arrivait pour faire une manif contre l'antisémitisme, si vous voulez. Ça n'a pas de sens. Ces lois, ces concepts, ces valeurs qui étaient communément admis, qui avaient pacifié la société française, ressurgissent parce que l'extrême gauche s'en empare comme des pistolets qu'elle remet sur la tempe de l'identité nationale française. Donc moi, je n'ai pas de problème avec les religions. Bien sûr que moi-même, étant un chrétien pratiquant, je comprends tout à fait que des musulmans soient pratiquants, que des juifs soient pratiquants, que des bouddhistes soient pratiquants, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose un problème, c'est lorsque des religions qui n'ont pas qu'une dimension verticale, parce qu'en fait, le christianisme, au fond, il impose rien à personne. Le christianisme est une religion de l'intérieur, est une religion de spiritualité intérieure, d'accord ? Ce n'est pas des cruches et des bols à laver, avec tout le respect que je dois pour les religions qui pratiquent ainsi, mais il se trouve que nous ne sommes pas ça. Voilà. Et donc, à Rome fait comme les Romains. Donc, quand on vit en France, on ne s'habille pas dans des tenues de bédouins du 8e siècle, si vous voulez. On s'habille à la française, à l'européenne, parce qu'on peut pas, parce que ces mêmes personnes que vous évoquez, qui parlent, oui, mon voile, ma liberté, rendez-vous compte, qui pratiquent la revendication du droit à l'abaya, au camis, à toutes ces tenues qui nous viennent d'ailleurs et d'un autre âge, ce sont les mêmes qui vont venir se plaindre de racisme après, et de rejet, de discrimination. Mais à quel moment ils font le lien, en fait, entre le moment où eux-mêmes s'autodiscriminent au nom d'une religion qui peut être parfaitement respectable par ailleurs, mais ils s'autodiscriminent en refusant mordicus de ressembler à la France,
Et donc ils accusent la France de ne pas les accepter tels qu'ils sont avec leur refus de s'assimiler à la France. On est chez les fous. Votre humble serviteur, j'ai un parcours d'assimilation qui m'a fait ressembler à la France. Je dois rappeler ce matin que dans le mot identité nationale, il y a le mot identique. Alors évidemment, vous ne me verrez pas demain devenir un grand blond germanique. Il s'agit pas d'être... D'ailleurs, ni Alexandre ni moi, voilà. Je pense pas être destiné non plus à voilà, devenir mais au moins, de par le comportement, de par la manière d'être, la manière de parler, la courtoisie à la française, cette façon très française qu'on a de vivre, si vous l'adoptez, quelle que soit votre origine, la France vous accepte comme un de ses enfants, comme un autre. Et ça, c'est la merveilleuse expérience que moi-même j'ai vécue. Donc je vois pas pourquoi ce qui a été accessible pour moi ne l'est pas pour les autres, à condition que les autres fassent aussi l'effort que j'ai fait moi-même de m'assimiler à la France. Jean Messia, il nous reste 1 minute. Oui, j'aurais une dernière question très rapide. C'est que votre logique de, effectivement, faire en sorte que les religions de pratiques ritualistes, comme on dit, n'aient pas d'application dans l'espace public, ce que vous dites pour le voile, logiquement, s'applique aussi pour la kippa, selon votre raisonnement. Est-ce que j'ai bien compris ? Ah bah bien sûr, mais dans l'absolu, évidemment. Mais je veux dire, vous savez, cette fameuse phrase d'Engels, je crois, qui disait à partir d'un certain nombre, la quantité devient qualité. Si demain, vous avez des millions de kippas dans la rue et des millions de juifs traditionnalistes qui se baladent dans la rue, je veux bien faire un débat, effectivement, sur le remplacement alter-identitaire. Mais aujourd'hui, la dernière fois que vous avez croisé quelqu'un avec une tenue de juif orthodoxe, c'était quand ? Bon, à Paris, dans ça le va quartier, encore. ça, Oui, ça c'est va, ça. on en croise quelques fois. D'accord, Oui, mais enfin, on est d'accord, il y en a assez peu à sabler sur ça. Il y en a assez peu, et tant que ça reste assez peu, vous savez, c'est ce que disait le général de Gaulle, c'est très bien qu'il y ait des Français d'origine africaine, maghrébine, des Français venus d'ailleurs, pour peu qu'ils restent minoritaires. Or, le problème, si vous voulez, et d'abord, il y a quand même une différence majeure, c'est que la religion juive n'est pas une religion prosélyte. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les gens qui s'habillent en juif orthodoxe ou avec une kippa, etc., ils vont pas venir vous emmerder en disant vous êtes un couffard parce que vous vous habillez pas comme nous. C'est quand même une sacrée différence. Il n'y a pas le côté suprémaciste que peut avoir l'islam radical. L'islam radical est une religion de conquête. Le judaïsme orthodoxe est une religion de pratique, effectivement, qui peut avoir sa visibilité, mais qui n'est pas une religion prosélyte visant à soumettre l'autre. C'est plutôt de l'entre-soi. Jean Messia, merci beaucoup pour avoir rappelé cette vérité du prosélytisme musulman. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et évidemment à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.